cette relation m'a apporté énormément vraiment les bonnes remises en question. Il y a un truc de manque affectif, donc on essaie de garder cet amour qui est un amour virtuel, un personnage qui n'existe pas. Et il y a quelque chose de sécurisant quand on découvre qu'on peut poser des limites, qu'on peut apprendre à dire non. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, j'ai la grande joie de recevoir Lucas Bravo à l'affiche de la série ultra attendue Merteuil sur HBO Max. Et puis les saisons de Nicolas Maury qui sortira courant décembre, en même temps évidemment que Emily in Paris. Lucas fait partie de ces acteurs au parcours stratosphérique, devenu l'un des visages français présents à Hollywood. En travaillant notre interview, j'ai réalisé 2 choses. La première, c'est que tu as une sacrée présence hors du grand écran et surtout une voix. Désolée, mais ça, c'est un peu la déformation professionnelle. Et puis aussi, il y a quelque chose d'hyper intéressant chez toi. C'est qu'à travers tes interviews, j'avais du mal à percevoir qui tu es vraiment. Et en posant la question autour de moi, les gens étaient unanimes sur le fait que tu es quelqu'un de très gentil, très sensible, avec une vraie vulnérabilité. Et j'ai mieux compris ce qui se cachait derrière ces interviews-là, où je pense que tu protèges beaucoup de toi dans tout ça. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est vrai. Je pense que c'est un exercice qui est tellement surnaturel pour un être humain, d'être exposé, d'avoir sa propre image qui est envoyée à travers le vecteur d'inconnu, d'être perçu, mal perçu, ou d'être perçu, ouais. ou d'être... c'est vraiment, je le dis souvent, c'est comme marcher tous les jours à travers un couloir de miroir déformant. Et déjà, c'est pas très bon de s'observer trop souvent, tout le temps. Je fais le montage vidéo de mes épisodes, c'est un enfer. Ouais. J'ai vu la même chose, moi, avec mes tapes que je dois envoyer. Horrible. Il faut choisir la bonne. Et ça, déjà, ça envoie beaucoup de réponses sur soi, de se dire, ah, il a choisi celle-là. Ouais. Ah, il s'est dit qu'il était bon dans celle-ci. Et c'est pour ça que je préfère l'exercice du casting à la self-tape. Alors, toi et moi, aujourd'hui, on va parler de ce qui détermine beaucoup de choses, nos relations à l'autre et plus particulièrement nos relations amoureuses. Dans la leçon, j'en parle beaucoup parce que je trouve que c'est un sujet qui nous relie tous, nous les êtres humains. C'est vraiment le domaine le plus galère qui soit et le plus fort en apprentissage. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas plus... J'y pensais beaucoup avant de venir et je cherchais des échecs professionnels. Et on en parlait un peu tout à l'heure. Je me disais que les échecs professionnels ne sont pas vraiment... Enfin, la notion d'échec, pour moi, c'est un apprentissage ou une célébration. Mais tout de suite, l'échec, pour moi, qui m'a fait le plus grandir et qui m'a le plus transmis et qui m'a poussé hors des sentiers battus et qui m'a forcé un peu à remettre les choses en question et à vraiment évoluer, ça a été les relations. Il y a la relation à ma mère, la relation à ma sœur, mais les relations sentimentales en particulier. Comment on était dans ta famille ? Est-ce que tu es une famille dans laquelle on dit beaucoup « je t'aime », où il y a des marques d'affection ? Comment est-ce que tu as grandi ? Il y avait beaucoup d'affection, mais c'était pas une affection au sens propre du terme. C'était pas beaucoup des « je t'aime ». Ma mère avait son propre langage. C'était vraiment dans le détail. On dit le diable est dans le détail. Chez moi, c'était vraiment l'amour était dans le détail. Des petites attentions qui moi, m'ont donné un peu cette notion d'amour dans le détail aussi. De montrer que aimer, c'est penser à l'autre. Et par conséquent, s'il y a telle chose qui avait été apportée, laissée là, un peu de façon presque pudique sur le bord d'une commode, mais c'est pour moi, je sais qu'on l'a acheté pour moi, je sais qu'on a pensé à moi à ce moment-là, pour moi c'est ça l'amour. Et j'ai grandi dans cet état d'esprit. Avec des frères et sœurs ? Frères et sœurs, 2 frères et une sœur. Ça se passait comment ? Super bien. Oh, quel rêve. On a été tous proches. Moi, c'est pour ça que j'adore, et c'est un problème en relation, j'aime bien qu'il y a un peu un bruit de fond. J'aime bien qu'il y ait une petite lumière de loin. Ouais. Et j'ai tendance à me retrouver en relation avec des sommeils cercueils où il faut que ce soit pitch black, pas un bruit. Oui, j'ai toujours été... Moi, j'aime qu'il y ait une petite veilleuse, une petite lampe de sel, un petit, je sais pas, un petit bruit de loin, même la pluie ou quoi. Et je suis souvent avec des ambiances boule caisse, noir total. Ouais, je vois le délire. Ouais, on entend au loin le bruit
le bruit du moteur du frigo ou un truc comme ça. Et t'es en mode bonne nuit. Ouais. J'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil parce que j'ai l'habitude de mes frères et sœurs ou qu'il y ait toujours un petit bruit en fond, comme ça me rassure. Ouais, ça vivait chez toi, quoi. Ouais. Ok. Et ça a dû t'aider à t'ouvrir aux autres, à te faire des potes à l'époque. Je pense que ça devait pas être un souci, du coup, non? Je sais pas si c'est mes frères et sœurs qui m'ont aidé à ça. On a beaucoup voyagé. Mon père est footballeur, il était transféré, donc on bougeait beaucoup. Ah oui. Et on a dû faire. On a fait Monaco, Lyon, Marseille, Parme en Italie, Paris. Ah oui, donc se faire des copains, à chaque fois, il faut recommencer. Et... Ouais, c'était ça. À chaque fois, j'ai vite pris le pli en fait de vouloir perdre le statut du nouveau. Ouais. Et j'ai identifié donc des dynamiques de groupe assez facilement au bout d'un moment parce que c'était un peu, ça se répétait quoi. Ouais. Et je me fondais un peu dans cette pièce de puzzle manquante pour vite perdre ce statut de nouveau et vite être acclimaté à une dynamique de groupe. Et ce qui est compliqué parce qu'on grandit un peu dans les désirs des autres. Et je me suis rendu compte ce qu'il y a aussi pour revenir aux relations, ce que j'ai aussi amené dans mes relations parce que tu te suradaptais. Ouais, je pensais que j'avais un côté cool et vraiment flexible. Et en fait, renoncer trop souvent à ses désirs pour les désirs de l'autre, ça crée une forme de ressentiment. Et inconsciemment, on se dit, mais pourquoi cette personne ne met pas en lumière le sacrifice dont je fais preuve au détriment des siens. Mais la personne, elle prend la place qu'on lui laisse. Donc, ça m'a mis du temps à comprendre cette part de responsabilité dans les relations. Et oui, la personne que tu oubliais, c'était toi dans cette relation-là. Je pensais que c'était une belle chose de s'oublier dans l'autre, de s'abandonner à l'autre, d'avoir un amour du temps des rois et des reines et des princes et je t'envoie une colombe. C'est toi qui as volé les bijoux de la couronne, c'est ça. Mais ouais, il y avait un truc très romancé, très romanesque, mais parce que c'est les films avec lesquels j'ai grandi et les livres que j'ai dévorés, mais j'ai appris grâce à des relations, pas me préserver parce que je veux pas être dans le calcul et je veux pas... À poser tes limites peut-être aussi. Poser des limites. Mais poser des limites aussi, ça veut dire... il faut comprendre ce que ça veut dire que poser des limites. Parce que Bien sûr. Je peux dire, tiens, ça je l'accepte pas ou ça j'ai pas envie de le compromettre. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a entre la limite et soi ? De quoi on le remplit ? Donc quels sont ses désirs et de quoi j'ai profondément envie ? Et je me suis rendu compte que, ayant grandi un peu dans le désir des autres, dans cette espèce de people pleasing, parce que je voulais me faire accepter assez vite, j'étais complètement, j'avais aucune idée de qui j'étais. Et je pense que c'est pour revenir à ce que tu disais par rapport à ce qu'on perçoit en interview, j'ai un peu ce truc-là. Hyper intéressant. Je sais mettre ce premier voile. Ouais. Je connais cette bienséance et en fait, je protège pas quelque chose que je comprends, je protège une forme de vide qui m'est inconnue. Et bien sûr, j'ai avancé depuis, et grâce aussi au métier qui met un peu une forme c'est une forme de loupe. C'est ce que j'allais dire, c'est une loupe qui doit titiller à chaque fois les trucs chez toi, quoi. J'ai passé les 6 dernières années à me dire bon, là, il faut que je prenne conscience de ce qui m'anime vraiment, de ce qui me fait vibrer. parce que sinon, après, on rentre dans le syndrome de l'imposteur et c'est pas intéressant. C'est un peu presque surfait parce qu'il faut prendre sa place dans le monde. On a tous eu un ticket, on a le droit d'être là. Et puis, je sais que je bosse beaucoup et dur. Et d'en arriver au stade de toujours me dire que je bosse pas assez, que j'aurais pu faire plus. En fait, c'est donner trop de place à quelque chose qui m'empêche justement de célébrer tout ce qui m'arrive. Et c'est une forme d'auto-sabotage. Bien sûr. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je fais une formation à côté de la leçon et il y a un gros penchant sur les 5 blessures de l'âme. Est-ce que tu en as déjà entendu parler ? Oui, moi j'ai cru que j'étais très longtemps dans la trahison parce que comme je sortais de chez moi et que j'avais vraiment envie de choper l'amour des gens, la validation, j'avais un grand besoin de validation étant petit.
par rapport à des absences de mes parents, pas des absences, c'était pas des parents absents, mais mon père allait souvent Bien s'entraîner, sûr. il allait souvent faire ses Puis matchs. un petit enfant n'arrive pas à voir la différence Il parfois, n'a pas de juste. notion de Mais temps, oui, il n'a pas de notion ouais. d'espace. Un bébé, par exemple, dans un berceau, il n'a pas de notion de temps, il ne sait pas s'il a été laissé là à pleurer pendant Mm. 1 heure ou si ça a été une demi-journée. Donc, c'est prendre conscience de ce temps-là, c'est intéressant. Et du coup, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Ouais, la trahison, je te posais la question. Oui. Déjà, on peut en avoir plusieurs. Souvent, on en a 2, 3. Bah, je me suis Parce rendu que compte que sinon, c'était c'est pas plus drôle. humiliation, moi, au final. Et bah, exactement, c'est ce que j'allais te Ouais. dire. Moi, je suis humiliation aussi. Ouais. Et avant, je pense que j'étais à fond dans l'abandon. Ah ouais. J'ai trimé, j'ai travaillé chez un psy. Je pense que j'ai un peu lâché ce truc-là, mais l'humiliation est venue ensuite. Ouais. Et dans ce que tu dis, un parent qui montre son amour différemment, mais qui critique, mais dans la bienveillance. Mais tu vois, chez un enfant, bon, il y a ce besoin ensuite de satisfaire et de s'abandonner à l'autre. Ouais. Et dans ce que tu dis, l'humiliation, je trouve que c'est hyper intéressant et ça doit te donner peut-être aussi plus d'empathie envers ce que tu ressens en te disant, ok, mais c'est compréhensible, c'est pas un cas unique et ça me permet aussi de distancier ce que je vis, mes actions, mes pensées, de qui je suis vraiment. C'est clair ce que je dis ou... Oui, non, c'est Ouais. clair, j'y réfléchis parce que c'est très clair et c'est dur de. Je pense que. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mots et de concepts qu'on emploie sans vraiment les comprendre. On les comprend, Sans les ressentir, surtout. mais ça manque de profondeur. Et je suis allé. Bon, c'est pas. Je suis allé dans le Connecticut, là, il y a quelques mois. Quel kiff. C'est vraiment la saison. En plus, les arbres sont jaune, j'adore. orange. C'est The Notebook, quoi. Et je suis allé faire un process là-bas, ça s'appelle le Huffman Process. Et on passe une semaine en fait sans téléphone. On a un groupe de 25 à 60 ans et on passe une semaine en fait à creuser dans les blessures de l'enfance. Waouh. Et en fait, l'influence que ça a au final, les mécanismes que ça crée sur la petite voix intérieure qu'on a, sur ce qu'on se dit dans toute situation. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais pollué, moi, par ces mécanismes-là. Et d'autant plus l'amplification dont ils avaient, qui les affublait avec le métier, avec le fait d'être dans le public et tout ça. Bien sûr. Et c'est super intéressant parce qu'on se raconte une histoire, on se raconte sa propre histoire et on est à des années-lumière de la vérité. Et parfois, dans cette forme de sabotage, on passe à côté de toutes les belles choses pour lesquelles on a travaillé. Et je sais que moi, petit, j'avais ce truc où les parents, ils font ce qu'ils peuvent, ils te donnent une forme d'éducation parce qu'ils pensent que c'est juste. Et moi, j'avais une forme de... Moi, j'avais besoin d'être aimé, j'avais besoin d'être encouragé, poussé, mais comme on croit en quelqu'un. Et c'est vrai que mes parents me poussaient plus pour me faire réagir. Et cet amour-là, moi, il me cassait les jambes. Le syndrome du prof de maths, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, je vais vous prouver que je peux... Que le contraire... J'étais pas du tout comme ça. Moi, j'avais besoin qu'on me dise « t'es super ». Et là, je pouvais vraiment faire des choses... exactement comme toi. Et les parents, ils font comme ils peuvent, ils adaptent. Voilà, nous, on était 4 et ils se sont dit que voilà, on a un peu tous eu la même éducation. Et donc après, il faut déconstruire ça. Il faut déconstruire en se disant, cette petite voix qui a câblé le cerveau. En fait, c'est l'âge où on câble tout. Et après, on vit un peu tout ce qu'on voit à travers le prisme de ça passe par ce tunnel-là. Et donc, c'est un peu influencé. Je me dis que ça devait être tellement émouvant ce moment où tu as juste... fait la liaison entre ce que tu ressentais petit et tes pensées d'aujourd'hui. Tu sais, ce genre de déclic qu'on a où ça donne tellement de tendresse envers son petit enfant intérieur, tu vois. Il y a plusieurs... De se dire, Ouais, non, mais il y a plusieurs c'est pas évident, je trouve. Il y a plusieurs passages. Il y a le passage, c'est ça que j'ai eu il y a très longtemps, où on passe par une forme de colère. Ouais. Parce qu'on a l'impression d'avoir été saboté dans sa pureté, dans son innocence, c'est tout vrai, ça. c'est vrai. Donc ça, je l'ai eu. J'ai écrit une grande lettre à mes parents, très indigeste, où je leur ai dit, voilà, je vous dis tout ce que je pense, je vous rends ce qui ne m'appartient pas. Tu leur as donné ou tu l'as gardé pour toi? Ouais. Ok. Ça a créé une cassure pendant quelques années. Mais je me sentais plus perçu, je me sentais plus... j'avais l'impression qu'en fait, j'avais besoin qu'en fait,
leur perception de ma personne soit en adéquation avec qui je pensais être. Parce que je sentais qu'en fait, ça me limitait depuis trop longtemps et que j'avais envie d'autre chose. Et ça a coïncidé un peu avec l'essor de ma vie amicale, sentimentale, ma carrière. Tout a pris son essor à ce moment-là, quand je me suis un peu délesté de ça. Puis après, on s'est retrouvés et on a complètement rétabli un rapport de douceur. On a ramené des trucs qu'on n'avait pas forcément petits, des je t'aime, il y a eu une douceur, une affection, il y a plein de choses qui ont changé. Et moi, je suis fier de mes parents parce qu'ils ont cette force de remise en question. Ouais, c'est ce que j'allais dire, et pas tous les parents ont ça. Et c'est aussi une forme de guérison. Et ça aide beaucoup à pardonner, de se dire, bon, bah, mes parents sont intelligents, ils savent comprendre là où ils ont été... maladroits. Et puis aussi, ça correspond avec l'âge où on comprend aussi que, ils avaient l'âge que j'ai là, au moment où ils m'ont eu. Ils ont fait vraiment du mieux qu'ils pouvaient. Et puis aussi, on commence à creuser dans leur expérience parentale. Moi, je suis carrément remonté jusqu'à mon arrière-grand-père qui avait traumatisé mon grand-père et qui l'a fait à tel point qu'il en a bégayé toute sa vie. La vache. Mais hyper intéressant. Ouais, et on se rend compte qu'il suffit d'une mauvaise pomme pour biaiser 5 générations d'un arbre généalogique. Surtout, il n'y a peut-être pas de hasard que toi, tu te retrouves à être dans un métier où la parole est si importante. Tu vois ? Peut-être. Je sais pas, ouais. Mon père, qui était quand même... qui avait quand même une certaine notoriété dans le milieu du foot, je sais qu'il n'était pas... il aimait pas énormément l'exercice de l'interview. Il aimait prouver les choses sur le terrain, dans ce qu'il sait faire. Il n'y avait pas de fioriture, quoi. Ouais. Et j'essaye... J'ai grandi, moi, introverti, mais j'essaie autant que faire se peut d'aller dans mes peurs pour les désacraliser et de verbaliser les choses, justement, pour casser ce truc-là. Et je me suis rendu compte, du côté de mon père, qu'on était immigrés, espagnols, parce que pendant la guerre de Franco, mon arrière-grand-père avait quitté l'Espagne. Tu vois, Emily sin Paris. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est inconsciemment. Inconsciemment, ouais. Ouais. Je suis une forme d'Émilie espagnole. Ouais, ça revient à ce qu'on s'est dit au début. Et non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, bien sûr. Bah, tout est un peu lié, en plus quand on écoute les signes. Mais comme mon arrière-grand-père arrive en France, je dis, mais quand on arrive dans un pays étranger comme ça, qu'on quitte une guerre civile, on a envie de se faire petit, on a envie de se faire accepter, on ne veut pas faire de vagues. Donc il a instauré ce truc de... On a honte aussi. Très certainement. Et je pense qu'il a instauré ça à mon grand-père, qui a instauré ça à mon père, de ce truc un peu taiseux, un peu, tu vois, je fais le travail et j'en rajoute pas. On lave pas son linge sale en public. Et puis c'est un pays où comment dire, l'homme avait un vrai statut. C'était très archétypé, l'Espagne. Ouais. Donc j'imagine que ça ressort forcément dans des comportements, des schémas familiaux ensuite. On parlait d'énergie féminine et masculine tout à l'heure au micro. Oui, je disais, ma mère me disait souvent qu'au début, quand elle a rencontré mon père, elle a déconstruit pas mal de choses. Ça a toujours été quand même un homme, c'est un homme moderne et doux, et il y a une vraie douceur chez mon père. C'est un amoureux de la vie, des amis, d'une générosité sans fin. Mais elle m'a quand même dit qu'elle avait déconstruit certains archétypes, certains mécanismes en fait. De l'époque. Mais c'est intéressant de voir, ah oui d'accord, donc c'était cette forme de mutisme et de gêne et d'humiliation un petit peu vient comme ça du côté paternel, le côté non, je ne peux pas se faire remarquer, et cette dualité en moi qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être entendu, vient du côté de ma mère qui a grandi dans une autre forme où il y a eu une forme de violence, parce qu'il y a eu cet arrière-grand-père qui était un peu... Voilà, on n'est pas là pour parler de mon arbre généalogique, mais... Non, mais je trouve ça hyper intéressant et ça détermine forcément qui on est. Hein. Donc, si on va creuser là-dedans... c'est intéressant de se dire qu'on n'a peut-être pas envie... Peut-être qu'eux n'avaient pas les outils à l'époque et la compréhension de faire le travail, mais si moi, aujourd'hui, j'ai cette compréhension, je me dois de me dire, voilà, cette espèce de bagage qu'on se passe de génération en génération, qui ne nous appartient pas, d'un mec qui a vécu à 100 ans. Peut-être que moi, maintenant que j'ai les outils pour le déposer et ne pas en imprégner mes enfants... C'est peut-être le moment de faire le travail. C'est dur, mais en même temps, c'est captivant. Et alors, ce moment dans le Connecticut, est-ce que ça t'aide à ce moment-là de parler une autre langue
pour être plus toi-même? Comment ça se passe? Je l'ai fait, en fait, ça existe en France, le Hoffman Process, mais je l'ai fait là-bas parce que c'était ma compagne à l'époque qui m'avait conseillé de le faire. Elle l'avait fait en Californie. Le Hoffman, moi je connais pas, c'est une méthodologie. Ok. Ouais. Ouais, ça commence à. Je crois que ça commence à faire un peu de bruit, mais ça existe depuis bien 60 ans. Ok. Et ça m'a bouleversé, cette formation. En fait, je suis vraiment parti là-bas dans l'idée de comprendre ce qu'était le pardon, mais en profondeur. Et ce qu'était l'amour-propre, et ce qu'était Waouh. de poser ses limites et de les remplir avec ses désirs. Et ça s'est fait d'un jour après l'autre. Il y avait des réponses, il y avait parfois j'avais l'impression de faire un pas en arrière. Parfois, Ouais. Tu devais t'épuiser. c'était épuisant, mais en fait, ça donne une énergie de ne pas porter de masque. Et je me suis Ok. rendu compte que j'ai porté des masques toute ma vie. Ouais. Et c'est épuisant. En fait, on suffoque sous un masque. Tellement, mais tellement. Et donc, j'ai vraiment, à la fin du procès, je me suis rendu compte que je respirais différemment, Waouh. que j'avais une forme de... J'étais un petit peu... je me sentais un petit peu défoncé à la vie. Ouais. Je conduisais dans le Connecticut comme ça, en sortant du truc. On m'avait rendu mon téléphone. Take j'ai me pas envie home de avec une l'allumer. vieille playlist, tu sais. Ouais, c'est ça. Code Nigel. Et ils te disent après, voilà, il faut passer quelques jours quand même seul dans la nature. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ça redistribue les cartes. Et bon, c'est pas un outil de guérison totale. C'est parce Ouais. qu'après, il faut garder une Bien certaine sûr. discipline et une consistance. Mais ça m'a vraiment fait comprendre déjà l'idée du pardon. Moi, le pardon, pour moi, je me suis rendu compte qu'il était intéressé. C'est-à-dire que je pardonnais inconsciemment dans l'idée de provoquer quelque chose, de recevoir quelque chose, il y avait quelque chose de calculé. Il y a un peu d'ego aussi, peut-être. Ouais. Le bienfaiteur qui... Oui, c'est ça. Mais ça sert à rien si on n'y croit pas. Et en Ouais. fait, tout est fait avec tellement d'intention là-bas que je me suis rendu compte que le pardon, c'est pour soi. Toi, tu t'étais mis un but au début de cette semaine en disant, voilà, je veux travailler sur tel sujet, ou alors est-ce qu'on t'accueillait comme tu étais et en parlant, en évoquant des choses, il y avait des points qui ressortaient? Bah, tu dois pré-remplir comme ça un énorme questionnaire qui dure entre 8 et 12 heures. Oh, waouh. Donc, il te dit ok. de le faire en trois gros tronçons sur les 3 semaines avant la formation, Ok. où tu parles de tout, de ton enfance, de tes frères et sœurs, de tes traumatismes, de tes relations, tout. Hyper Et intéressant. donc, tu arrives là-bas, t'as plusieurs profs, mais tu as quand même un prof privé Ouais. qui connaît bien ton histoire. Il y a un Zoom juste avant. Et puis après, une fois qu'on arrive, on est quand même... Tu dois te chier dessus le premier jour. Bah, le premier jour, oui, tu fais pas le malin. C'est assez marrant d'arriver le premier jour parce qu'on a cette espèce de classe où on est 25, entre 25 et 60 ans. T'es un peu obligé de juger les gens, même si tu veux pas être méchant. Bah, personne non se parle, tout le Bah monde oui. a la mine un peu fermée ouais. parce qu'on se dit, oh, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? Parce Ouais. que c'est quand même un gros truc, Ouais. c'est un bootcamp, hein. On fait du Ouais. 7h, 10h où vraiment on parle vache. trauma, on fait des exercices là-dessus et c'est super intéressant. Et vraiment, le deuxième jour, tout le monde est un peu en mode, on est qu'au jour 2 là, je vais Ouais. pas tenir une semaine comme ça. Et après, il y a un déclic et ça devient, et en fait, on n'a plus envie de partir, quoi. Ok. Et c'était. Mais j'aime pas trop en parler parce que c'est aussi un truc, c'est aussi précieux Faut que le vivre. j'ai pas trop. Ouais, Bien c'est un sûr, truc qu'il faut bien vivre. sûr. Mais c'est un super outil de compréhension de soi et tu en parlais tout à l'heure, de compassion en fait, de trouver un peu qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de la compassion. Mhm. Donc on explore comme ça tous ces mots qu'on emploie souvent, tous ces concepts qu'on pense connaître, et on les explore en profondeur jusqu'à ce que ça vibre juste Waouh. au cœur de soi. Ah, c'est tellement intéressant. Merci de partager ça et je trouve que c'est d'autant plus chouette dans la bouche d'un homme, tu vois. J'ai des amis avec qui on évoque des thérapies alternatives, etc. Et je trouve que la parole, elle est encore trop rare. Et c'est tellement important, c'est tellement chouette. Ouais. Il y a des années, moi, j'ai fait juste une fois une thérapie de groupe. J'étais suivie par une super psychologue qui m'a dit, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi et te faire évoluer plus vite, tu vois. Okay. Et moi, je l'ai extrêmement mal vécu. Je pense que j'étais pas encore prête. Je l'ai fait pour lui faire plaisir. Et je me suis retrouvée dans un groupe
je me suis rendu compte, tu vois, que j'étais dans le jugement au départ. J'analysais les gens en disant oh, elle va pas bien. Il y en a une qui se met à pleurer dès le bonjour. Je fais oh, tu vois, comme ça. Et en fait, c'était moi que j'essayais de masquer parce que j'étais pas du tout dans ma vulnérabilité. Et je suis repartie de là. Évidemment, j'ai fini par chialer comme tout le monde parce qu'on te titille là où tu vois. Ouais, ils sont forts, ils savent exactement. Ils sont tellement forts. Moi, j'ai tenu 5 jours et puis ça a fini par sortir. Ah ouais, bonhomme. Non, même pas bonhomme, je suis pas forcément, mais moi j'ai un truc qui s'est verrouillé, je pense, quand j'étais enfant. On verrouille un peu la souffrance. Ouais. Et ce qui est bizarre pour un acteur, mais très dur d'accéder à ça. Et j'avais laissé tomber, chacun avait son épiphanie. Et je me disais, bon, ça va pas m'arriver. Je comprenais des choses, hein, j'étais vraiment bouleversé déjà, mais je me disais, je vais pas avoir ce moment où le corps va lâcher. Et ils ont réussi à me faire plier. Mais c'est génial, ça fait du bien. Et puis après, il y a un sort de truc où tu rencontres enfin les autres, quoi. Une fois que tout le monde est à nu et tout le monde s'autorise comme ça devant tout le monde, parce qu'on passe par plein d'exercices, c'est extrêmement bien construit, c'est extrêmement intelligent. Des trucs durs et sombres comme des trucs qui nous ramènent vraiment, qui nous reconnectent à l'enfant intérieur. Et de voir tout le monde s'autoriser à rentrer là-dedans ensemble, on sort après une semaine là sans téléphone, à devoir se regarder dans les yeux, se parler, à se mettre à nu. On connaît ces gens mieux que certaines personnes qu'on côtoie depuis 2 ans dans sa ville, quoi, parce que tous les artifices sont mis de côté et c'était bouleversant. Et on se parle tous encore, on se remet à niveau dès qu'on traverse des choses. Et c'est passionnant de se découvrir, en tout cas. Mais pour revenir aux relations, c'est un peu ça qui m'a poussé à aller là, parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu je répétais un peu un mécanisme. Et donc celui de s'oublier pour se concentrer sur l'autre. S'oublier dans l'autre et je me mentais un peu, j'étais dans le déni, je me disais que j'étais cool, que j'étais facile, que j'étais flexible. Mais en fait, il faut une direction. À un moment donné, il faut une signature, il faut une personnalité, parce que sinon, en fait, la personne, ou elle est face à un vide, ou alors elle remplit ce vide avec soi, avec ses désirs, ses envies. Ce qui crée donc de la rancœur après, évidemment. Ça crée de la rancœur parce qu'on se dit moi où est-ce que pense qu'à toi, là-dedans, alors que c'est toi-même qui a pas rempli cet espace. Et donc j'avais envie de comprendre quels étaient vraiment mes désirs profonds et comment on pose des limites, comment on pardonne pour soi, pas pour l'autre, pas dans l'attente d'une réaction, pas dans et avoir de la compassion aussi pour ce que je vis, pour ce que je suis, pour tous ces trucs-là. Et après, ça va aussi dans les parents. Il y a un exercice qui est super intéressant où on doit écrire une lettre, avoir une conversation avec son père et sa mère au même âge, à genre 8 ans. Putain, c'est toujours 8 ans, c'est fou. Ouais, bon, ça peut être plus souvent, mais à un âge où on a une vision un peu de leur enfance, où on a une photo qu'on a amenée. Et en fait, on désacralise avant que la personne soit traumatisée, avant que la personne ait des mauvais mécanismes ou des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'elle était, quoi. Et ça met de la compassion sur tout, parce que personne n'est foncièrement méchant. On essaie juste tous d'être validés, aimés, acceptés, de trouver une place dans le monde et se sentir légitime d'être là. Et c'est tout, quoi. Donc le mal que les gens peuvent nous faire, c'est ou personnel, c'est une question de perception, c'est ou la façon dont on le reçoit, donc il y a quelque chose à régler, ou c'est quelqu'un qui souffre, tout simplement. Et si on arrive à avoir ce regard-là, il y a beaucoup de choses qui se délient déjà. Tu vois, je te parlais tout à l'heure des blessures de l'âme. Moi, ça m'a vachement aidé à me comprendre moi, mais avoir beaucoup plus de compassion envers les autres. Ouais. Parce que quand tu arrives à identifier ça, tu ramènes tout de suite à la petite personne à l'intérieur de soi, en face, qui est dans un mécanisme de survie et qui se sent rejeté, mais comme un petit enfant. Ouais. Et ça aide beaucoup, beaucoup à voir qui est la vraie personne derrière ses actions et à amener de la compassion. C'est tellement intéressant ce que tu racontes. Moi, je me sens vachement concernée par ce que tu dis, parce que c'est exactement ce que je ressens aussi. Et je suis dans cette période de transition où je travaille à mettre mes limites, mais je pense que je le fais pas encore très bien. Je pense que je suis encore un peu les pieds dans le plat. Je pense que je suis encore un peu trop autoritaire parce que je suis pas encore tout à fait apaisée sur le sujet. Et donc, je suis dans une surprotection parce que je veux plus retourner dans le schéma d'avant, ou au contraire, j'en mettais aucune, tu vois. Mais c'est comme tout, il faut que ça parte dans un extrême pour qu'après, ça trouve son équilibre. C'est normal.
Mais il y a quelque chose de sécurisant quand on découvre qu'on peut poser des limites, qu'on peut apprendre à dire non, Ouais. qu'on peut se protéger. Et donc on fonce un peu dedans, mais on ne connaît pas encore le calibrage. Donc on est un peu omnibulé par cette mission-là. Ouais, c'est vrai. Et on va un peu la distiller de façon maladroite. Mais après, avec le temps, je pense que moi aussi, j'en suis au même stade. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à dire non pendant très longtemps. Et j'apprends justement à poser des limites et ça se calibre en fait. Après, on apprend à faire en fonction des gens et en fonction de. C'est une question d'instinct, je pense. Et l'instinct, on l'entend quand on est connecté à son enfant intérieur. Donc, faut être curieux, faut être joueur, faut aller vers l'autre, faut sortir un peu de sa zone de confort. Ça a dû bouleverser tes relations, mais même amicales, j'imagine, cette prise de conscience-là, non? Oui, peut-être. Oui, en tout cas, comme j'étais là-bas aussi dans l'idée de l'amour-propre, parce que je me sabotais beaucoup, parce que je me sentais pas légitime de ce que j'avais, malgré le travail, je me sentais pas légitime de ce que j'obtenais. Je me disais, j'avais un peu cet état d'esprit, je me disais à quel moment ça va, à quel moment il y a un truc au coin de la rue qui m'attend, il va se passer quelque chose. Je mérite pas les fruits de mon labeur. J'étais un peu dans un truc. Ouais, donc le système nerveux en instinct de survie un peu en aussi. full cortisol tout le temps. Et en fait, ouais, juste. Parce que c'est une zone de confort aussi. Ma zone de confort, c'était. Voilà, ça va pas en amitié, ça va pas en amour, ça va pas financièrement, ça va pas. Ça va pas pour tout quoi. Là, cette zone-là, je la connais bien, c'est mon adolescence. C'est voilà, je cherche à tatillon ce que je vais faire de moi et quel est mon rapport aux autres et tout ça. Donc on essaie de se construire un peu avec le miroir que les gens nous tendent. Et en fait, on crée une forme de zone de confort. Ça ne veut pas dire qu'elle est confortable, mais elle est familière. Elle est familière, le système nerveux a tendance à retourner vers ce qui est familier dans les moments un peu de... Et comme le cinéma, c'est extrêmement perturbant quand même. On se prend des espèces de shots d'adrénaline sur un tapis rouge, sur une émission de télé, et puis d'un coup, on se retrouve sur son canapé seul chez soi. Et c'est vraiment... Ça monte, ça redescend très vite. Et comment on équilibre ce truc-là ? Comment on accepte le vide ? Et je pense que ça, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça un jour, et ça m'a fait beaucoup de bien, qui m'a dit accepte le vide. Ça va faire une énorme différence. Donc dans ces moments où je suis presque dans un comportement addictif, parce que je me dis alors comment je peux garder ce flux tendu un petit peu de ce que je ressens. Tara gratte moquette. Elle essaye de chercher des truffes peut-être. Ce serait génial qu'elle sorte une truffe du tapis. Le chien minier, tu trouves des diamants. Et tu vas, elle se met prête, toi. Elle te fout des vents. Lucas, je suis désolée. Elle t'a fait un bisou à la cheville ou pas encore ? Oui, t'inquiète. On est copains. Tu me caches tout. C'est entre elle et moi. Hein, Oui, c'est vrai. C'est ce que je disais sur le pardon tout à l'heure. C'est pour moi que je le fais. C'est pas pour prouver quelque chose. Donc, En tout cas, elle s'est bien posé ses limites, mon chien. Rembobinons. Ouais. Donc toi, tu as un moment où tu fais cette session d'une semaine parce que justement, tu travailles à dire non, à avoir plus de compassion envers toi. Qu'est-ce que ça a transformé chez toi depuis ? Est-ce que tu te sens plus apaisé ? C'est quoi le changement le plus conséquent chez toi ? En fait, moi, j'y suis allé parce que je sortais d'une séparation vraiment douloureuse et j'avais vraiment douloureuse, mais aussi je sentais qu'il y avait un shift dans cette séparation. Je sentais que il y a des séparations qui marquent plus que d'autres et moi, j'ai eu un gros shift à 27 ans. Ça a été l'année de prise de conscience de plein de choses où j'ai mis des choses en route. Et j'ai senti que j'étais sur cette espèce d'évolution par rapport à mon contact aux gens, ma relation à ma carrière, à tout. Je me donnais vraiment une chance et je faisais, je construisais, je créais. Et à partir du moment où les choses se sont emballées professionnellement, j'ai senti que j'ai commencé à stagner d'un point de vue personnel. Pas forcément une panique, mais il y a moins de place pour la croissance, je trouve, parce qu'il y a tellement de choses à gérer quand on démarre une carrière. On a un peu ce truc aussi de se dire, bon, les gens ont apprécié
cet aspect de moi qui n'est pas moi vraiment, mais qui est une partie de moi. Donc, comment je reviens à moi doucement, sans perdre l'amour que les gens ont associé à ce personnage ou à ce projet ou à ce... Et bon, c'est une mauvaise question, mais il y a un truc c'est légitime. Il y a un truc de manque affectif. Donc, Ouais. on essaie de garder cet amour qui est un amour virtuel, Bien sûr. qui est un amour de... C'est un personnage qui n'existe pas. Et même les calculs de carrière, quel choix, à quoi dire oui, à quoi dire non, qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que je raconte, est-ce que j'ai un impact, est-ce que je fais les bons choix. Et donc, en fait, tout devient très calculé. Je pense qu'on perd un peu en légèreté. Enfin, je dis on, mais c'est mon expérience personnelle. Bien sûr, je pense que j'ai trop de perdu un peu pression. en légèreté. Et j'étais plus dans une forme de croissance. Ouais. Et cette relation m'a apporté énormément vraiment les bonnes remises en question. J'étais avec quelqu'un de vraiment... il y avait une vraie intelligence chez cette personne, une vraie compassion. C'était quelqu'un qui opérait beaucoup dans l'amour et qui a fini par vraiment me donner les bonnes clés et les bons outils et m'a mis en fait sur le bon rail. Et en sortie de ça, quand je suis allé justement au Hoffman Process, j'avais des idées claires. En fait, c'est une chose de savoir que quelque chose ne va pas, que quelque chose sonne faux, que quelque chose vibre pas bien. Je trouvais que je manquais de gratitude par rapport à ce que j'avais. Ok. J'étais trop dans l'angoisse. Parce que tu te sentais pas légitime de le recevoir. Ouais, peut-être. De toute façon, pas grand monde, je pense, se sent légitime de recevoir ce genre d'attention, surtout d'une nuit à l'autre, quoi. Et en fait, j'avais enfin une idée précise de ce qui me gouvernait, quoi. Ce qui me gouvernait, c'était justement ce manque de limites, ce manque d'amour-propre. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'amour-propre ? Comment on envoie le message à son corps, à son cerveau, à son âme, à son enfant, qu'on l'aime et qu'on le respecte et qu'on le pardonne et tout ça. Et ça passe par se faire du bien, en fait. Ça passe par ce dont on se nourrit, ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on écoute. Ouais. Et surtout les gens, pour revenir, si tu me demandais si ça avait changé un peu avec mes amis, mais c'est les gens en présence de qui on se pose. Et je me suis rendu compte que dans cet ancien schéma de people pleasing, je perdais trop d'énergie à ne pas savoir dire non à des gens que j'avais pas forcément envie de voir, des gens avec qui j'ai pas forcément envie de passer du temps, pas parce qu'ils sont mauvais ou qu'ils m'intéressent pas, mais juste, et je vois pas que les gens par intérêt, mais c'est quand même important d'être en présence de gens qui vous nourrissent intellectuellement, spirituellement, dans tous les sens du terme. Et malheureusement, on est quand même dans une société où il y a pas mal de vampires. Je dis ça entre guillemets, mais il y a des gens qui viennent se nourrir. Et moi, j'ai arrêté de prendre des cafés en terrasse il y a longtemps parce que j'avais ce truc où j'allais en terrasse, je m'asseyais avec quelqu'un et j'avais l'impression de me faire aspirer l'âme pendant 1 heure. J'en plaçais pas une. Puis je rentrais chez moi épuisé et je me disais, mais quel était l'intérêt d'aller là sur un trottoir, regarder les voitures passer et me faire manger d'énergie, sans partir dans des travers spirituels démesurés. Mais... Non, mais c'est juste le cas typique des personnes justement qui n'arrivent pas à dire non. Il y a même un truc de notre énergie qui se ressent là-dedans, tu vois. Et c'est intéressant parce que je suis sûre que la personne en face devait se dire « Ah putain, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment !» Je sens bonne écoute. Bien, j'ai pris toute ton énergie, moi j'ai la patate de malade. Tu reçois un petit texto, let's do it again soon. Tu vois, t'as la tachycardie qui arrive. En descente d'organes, seul chez toi. Ouais. C'est intéressant. Et ça, en fait, je pense que les choses shiftent quand on commence à prendre la responsabilité de ça. Au lieu de se dire, oh là là, ce mec, t'es un vampire, il m'a aspiré. Et commencer à comprendre que t'as laissé la place à cette personne. Exactement. Ouais. Et en fait, il faut se responsabiliser sur ses besoins, ses désirs, ses émotions, et c'est super intéressant. Ça prend du temps. Et c'est fou comme ça laisse aussi rentrer des amitiés différentes. Moi, je suis en train de voir un shift dans mes amitiés, mais aussi avec des personnes qui fit mieux mon authenticité que je suis en train d'essayer de trouver. En tout cas, je suis vraiment sur ce travail-là. C'est assez intéressant de voir les gens que tu attires à toi dans ce mouvement-là, quoi. Ouais, t'attires un peu ce que de toute façon, t'attires la vibration que t'aimais. Hein. C'est un peu bateau, mais c'est vrai. Tu peux pas accueillir l'amour si tu t'aimes pas. Tu peux pas.
Tu peux pas être entouré de gens qui te nourrissent si tu te nourris pas toi-même. Enfin, il faut mettre le premier coup de pédale, en fait, Ouais. j'ai envie de dire. Et se responsabiliser, comme tu disais. Ouais, on peut pas attendre que la vie fasse tout en se disant, bah merde alors, j'ai moins de chance que les autres, il faut... Puis c'est reprendre son pouvoir aussi, tu vois. Ouais. On voit que le côté négatif de se responsabiliser, mais c'est aussi ne pas se victimiser et se dire, en fait, j'ai aussi les clés du changement, quoi. Bien Tu sûr, vois. ouais. Ça, c'est plutôt positif. Bon, on n'est pas tous égaux devant Dieu, mais en tout cas, C'est sûr. on a le pouvoir de... on a le pouvoir décisionnel bah, d'agir, quoi. D'agir avec ce qu'on a, en tout cas. Et ouais. Tu vas rentrer chez toi et tu vas Ouais, te... je suis dans le deep. Je suis venu papoter, je vais rentrer chez moi, je vais me foutre en fœtus et je vais appeler ma mère. Je te pardonne, maman, je te pardonne. Désolée. Je sais que c'est l'effet de la leçon. Même moi, je rentrais chez moi, je vais être comme ça. Non, mais c'est important. En fait, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur est-ce que ça a changé ton rapport à tes amitiés, je me suis rendu compte qu'en fait, maintenant, je n'aime plus avoir autre chose que ce genre de conversation. Bah ouais, je laisse plus pareil. la place et dans le cinéma, on est amené quand même il y a des petits événements mondains. Le small talk, je ne le maîtrise plus du tout. Alors que c'était un masque que j'avais de people pleasing, je pouvais parler de la météo et passer d'un truc à l'autre. Et maintenant, j'ai envie en fait de... Je fourmillais beaucoup dans les soirées, dans les anniversaires. Je pouvais pas tenir en place. J'allais vraiment d'une petite conversation à une petite conversation. Et là, je peux rester au même endroit avec une même personne, avoir une vraie conversation comme ça, qui nourrit, quoi. Ça fait une énorme différence. C'est hyper drôle parce que du coup, lorsque tu es concentré sur... Oh, attends. Elle a trouvé des truffes. Attends, je la prends. Viens, ma pépette. Non. J'ai entendu dire fuck you. Ouais, je couperai ce passage-là, mais je vois très très bien ce que tu veux dire sur la profondeur. Je me retrouve moi aussi à parler énergie, plein de sujets comme ça qui me passionnent en ce moment, mais je pense que c'est juste parce qu'en ce moment tu vibres là-dessus et que tu attires à toi ce genre de faut essayer de le garder, marrant. ça. C'est ça le plus dur en fait. Mais c'est fatigant parfois. Ouais, bah, c'est fatigant. Tout est une question d'équilibre. Là, je pense que toi comme moi, on est dans une forme d'extrémisme là parce qu'on est en quête de ça. Et je pense qu'après, ça s'équilibre. De toute façon, on peut pas. La vie est faite de tellement de choses différentes. Il faut avoir de la compassion et accepter tout ce qui compose en fait le génome humain. Mais c'est quand même. C'est très joliment dit. Si on peut pencher plus d'un côté que de l'autre. Et puis, tu as un métier honnêtement, tu as un métier qui te force à creuser, à comprendre la psychologie humaine. Tu es obligé pour comprendre ton personnage, pour l'apprécier, même s'il est imbuvable, quoi. C'est l'aspect positif. Par exemple, là, dans Merteuil, la série que je viens promouvoir aujourd'hui sur HBO, c'est le mec horrible. Complètement transactionnel. T'inquiète, je couperai ce passage-là. Dans Merteuil, je me rends compte que, tu vois, je joue quand même un salaud. Un salaud. Et... C'est cool de jouer un salaud. Ouais, c'est cool. C'est cool parce que tout le monde me dit, mais alors comment tu te mets dans la peau d'un sale type comme ça et tout. Et je me dis, mais moi, quand je le joue, c'est pas un sale type. Parce que... Ah ouais, c'est intéressant. Si tu commences à te dire que ton personnage, c'est un sale type, ça veut dire que tu t'en extrais et que tu mets un jugement sur quelqu'un qui n'est pas toi. Une personne, comme on le disait tout à l'heure, pour rejoindre ce qu'on se disait, cette personne est née d'une certaine façon, avec des convictions et des croyances et une éducation et des traumas. Et elle avance avec ce qu'elle pense être juste, avec une conscience ou pas de ce qu'elle fait. Et si elle en a conscience, avec le besoin d'obtenir quelque chose dont elle a manqué. Donc moi, quand je fais ce personnage qui agresse un peu tout le monde, qui se bat à l'épée avec Vincent Lacoste et qui étrangle Diane Kruger et qui machin, je me dis pas... Ah ouais, tu lâches tout dans un personnage. Ah, c'est un salopard. Je me dis juste, voilà, alors qu'est-ce qui a amené ce mec-là à se sentir légitime d'agir d'une telle façon et qu'est-ce qu'il essaie d'obtenir et du coup, je me suis dit, voilà, c'était une époque très... Désolée. Alors, qu'est-ce qui gratouille comme ça? Quand elle est chez... c'est vraiment nouveau, tu vois. Elle aime pas cette pièce? Je pense que la réalité, c'est que je pense qu'il y a beaucoup. Ouais. Et qu'elle le ressent dans l'appart, elle fait dodo et elle ne bouge pas. C'est un peu comme chez le thérapeute, il y a eu beaucoup de gens. Ouais. Je
Je mettrais du Palo Santo la prochaine. Ouais, quand tu joues. Tu te dis, voilà, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Et je me dis, à l'époque, le patriarcat était omniprésent. C'était vraiment une époque de violence aussi. De violence. Les femmes étaient emprisonnées dans leur corset. C'est ça. Elles étaient agressées, elles étaient soumises dans tous les sens. Et tu avais ces espèces de ducs là, qui se baladaient fièrement avec leur canne et leur lavalière et leurs engageantes, ces espèces de manches qui flottent. Waouh, je ne connaissais pas ce terme-là. Moi, je ne le connaissais pas avant la série non plus. J'ai adoré et ce mec-là, je me suis dit, voilà, alors c'est un enfant qui a vécu dans l'abandon de ses parents, mais qui lui ont jamais dit non non plus. Il n'a jamais manqué de rien, il a eu beaucoup d'argent. Alors, je l'ai joué comme si c'était un espèce de gros enfant capricieux à qui on n'a jamais dit non et qui prend ce qu'il pense être ce qui lui est dû, quoi. Pour justifier de jouer ça sans émettre un jugement sur lui. Mais ça part toujours d'une place d'amour en me disant qu'est-ce qui a traumatisé cet enfant. Ok, trop intéressant parce que ça donne beaucoup plus de nuances en plus à ton jeu, tu vois. Oui, sinon t'es juste salut, je suis un méchant et tu tombes dans une caricature. Et puis aussi, la réalité c'est qu'on a tous en nous toutes les émotions et on a aussi celle de la colère et même les plus doux parfois sont ceux qui renferment le plus la leur. Ouais. Et que ça doit faire du bien aussi de la ressortir quelque part, tu vois. Il y a une forme de thérapie, ouais. Moi, j'essaie de donner quelque chose de vrai à chacun de mes personnages, quelle que soit la légèreté ou pas du projet. J'essaie de laisser un truc dont je me suis pas délié ou que j'ai pas guéri, parce que du coup, en donnant cette blessure au personnage, pendant que je le prépare, je vais mieux la comprendre et je vais pouvoir observer cette blessure à travers quelqu'un d'autre et je vais mieux comprendre. Et donc, je m'en défais, en fait, et je me thérapise en tournant le projet. Et je la laisse avec ce personnage. Et ça a double emploi parce que moi, ça me libère. Et le personnage, ça lui donne quelque chose d'authentique. Waouh! J'avais jamais pensé à ça comme ça. J'avais plutôt peur de l'acting comme d'une forme... Ah, ok, d'accord, on est là-dessus. Un petit coup de lèche-micro. Écoute... ça dépend, hein. Chacun a sa méthode, mais je pense qu'il y a un côté thérapeutique qui est intéressant. Ok, mais j'entends et je trouve que c'est super intéressant et je trouve que c'est beaucoup plus sain même de voir les choses comme ça plutôt qu'à un endroit où on réactive, tu vois. Oui, j'aime pas trop la technique qui consiste à aller rechercher dans ses blessures et se dire qu'est-ce qui m'a fait pleurer la dernière fois, voir si ça peut me faire pleurer cette fois-là. Oui, c'est peut-être pour ça que t'es sain et bien dans ta peau. C'est mon pull, ça, ou pas? Ah ouais. C'est une étiquette? Ouais, j'ai l'étiquette de mon pull. C'est génial. Celle-là, je ne l'avais pas faite depuis longtemps. Oh c'est la vraie étiquette. Ouais, c'est l'étiquette totale. T'as 2 cartons et tout. Ah, je suis fan. Bah, c'est ça, tu vois, t'es en Bah, ça, c'était ta blessure d'humiliation, je pense. Bah non, ça va, je le prends bien parce que ça, je l'ai vécu. J'ai fait une soirée entière il y a 10 ans. Oh non. Avec l'étiquette de mon manteau qui pendait dans le dos. Mais genre soirée mondaine où je me baladais et tout en mode salut et tout. Et ça, franchement, ça a été de m'en rendre compte en rentrant chez moi et que personne m'ait rien dit. Les salauds. Je me suis dit, personne n'est venu me taper sur l'épaule et me dit, copain. Frérot. Waouh. Waouh. Il y a étiquette et étiquette, mais là, vraiment l'étiquette. Hein. Et donc maintenant, ça me rappelle comment je me suis senti à l'époque et je le vis plutôt bien. Est-ce que parfois t'es dans ton lit, t'es bien, tu vas te coucher et t'as un sort de petit frisson de Bah c'est tout le monde, je pense. Il y a des trucs qui viennent te hanter avant le sommeil. Tu te dis mais pourquoi maintenant? Une phrase, un truc que t'as dit, tu vois. C'est terrible. Ah, l'étiquette, c'est incroyable, putain. Moi, j'ai eu quelque chose comme ça. Je pense que je couperais aussi. J'en avais fait un hors-série. Mais un jour, je sors dans la rue. Il faisait chaud, c'était l'été, donc j'avais pas de manteau pour... Et j'avais une robe moulante très jolie, tu vois. Et je voyais qu'on me regardait pas mal. Et j'étais en mode... Ma robe fait de l'effet. Et il y a un moment, j'ai une tape sur l'épaule d'une nana qui me fait « Excusez-moi, mais vous avez quelque chose collé sur les fesses ?» Non. J'étais allée aux toilettes. Je ne sais pas comment j'avais fait. J'ai une serviette, mais propre, mais hygiénique. Non. C'était collé. Oh, genre la grosse serviette hygiénique, là. Waouh. Waouh. Ah non, ça tue l'étiquette, là. Non, mais ça tue tout. Là, tu te demandes quel est ton karma. Ah, ça, c'est pas cool. Ah non, c'est pas cool. Non, là je sais pas quel est le message. Parce que t'as pas envie de conscientiser ces trucs-là. Moi, ça m'arrive parfois. Hein. Maintenant, j'ai des espèces de... J'ai une espèce de moment de... Tu sais, tu es dans une soirée, machin, tu sors des toilettes, tu te dis, alors attends,
Est-ce que j'ai ce petit rouleau de papier toilette qui Ouais. est collé au talon ou est-ce que j'ai Ah bah, écoute-moi, Ça- fais-le. c'est parce fou, que- c'est fou que ça. Ouais. Ça arrive souvent, ça en plus, je trouve, le coup du. Ouais. Ça y est, je suis partie Ouais, dans, bah oui, dans ouais. mon souvenir. Mais c'est génial que ça vienne c'est génial que ça vienne nous hanter, ces trucs-là. C'est Attends, vraiment j'ai genre- une autre histoire, c'était en plus juste à côté rue de Lévis. Ouais. Je sortais, et c'est très important comme détail, de chez ma... J'adore la rue de Lévis. C'est vrai? Ouais. J'ai un ami qui habitait là pendant longtemps. Il y a tous les trucs de gâteaux, de machin, c'est tellement dangereux là-bas. Ouais. Je sortais de chez ma tante et on avait mangé thaï. C'est très très important pour la cité. Ça part très mal, cette histoire. On avait mangé thaï, c'est vraiment genre. C'est pas pour ce que tu crois. Oui, non, je crois rien. Hein, C'est ce t'écoute. que j'ai vu dans tes Non, yeux. non, pas du tout. Vraiment, ne me prête pas des intentions. Je sors et je croise un ex-copain Mm. qui me fait Pauline, je fais salut. Il était accompagné d'une meuf. Mm. Il se retourne vers elle, il fait Pauline, je te présente Pauline. Déjà humiliant. Il n'y a tu rien qui vois. va. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Attends. Je sais pas si j'ai les épaules pour encaisser la chute. Putain, si toi t'as pas les épaules, quoi, je fais comment? Et donc, parce que je suis gênée, que j'ai pas envie d'être là, et en plus que je réalise qu'il y a une nouvelle meuf qui s'appelle comme moi, Ouais. je souris. C'est nerveusement. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qu'il y avait entre les chicots? En haut et en bas. Non. De la coriandre. Oh non. Ouais. Oh, de la coriandre. Ouais. C'est une mauvaise herbe, ça, entre les dents en plus. C'est un peu genre. Ça s'étend, quoi. Ouais. C'est pas la dent du milieu, quand même. Tu veux pas savoir. Oh là 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 là. Donc voilà, je souris et il se retourne vers sa meuf. Il fait, tu sais, c'est la meuf dont je t'ai parlé avec qui je faisais de la musique. Donc dans ma tête, je me dis, ah ok, d'accord. Donc Oh, il assume même pas le. c'est ça, exactement. Je dois y aller et j'ai un sort de prise de conscience et je vais au Monop de la rue de Lévis. Ouais. Il y a un miroir et là je souris et je Aïe. me retrouve face à la réalité des choses. Aïe. Donc voilà, ça m'a... ouais. J'espère que tu te sens bien avec ton étiquette. Écoute, moi, c'est un truc qui me fait très peur aussi, d'avoir un truc entre les dents ou d'avoir Ouais. une mauvaise haleine et de pas en avoir conscience. C'est Oh, un la truc qui me mauvaise terrorise. haleine de fou. T'imagines si aujourd'hui tu découvrais que toute ta vie, Ouais. tu as une mauvaise haleine et que personne ne te l'a jamais dit? Je me dis quand même, il y en a certaines, Et il te parle en plus. ils te tu parlent, sais, mais tu te dis, il y a ça. forcément quelqu'un qui leur a fait une réflexion dans leur entourage proche, dans leur famille, parce que là, ça vient des tripes. Ça, Ah, bah oui, bah littéralement là. ça touche les miennes, quoi. Donc, faut que tu. Mais c'est. Ouais, Ouais. c'est un peu. Ouais. Mais en plus, non, c'est souvent des gens qui te parlent très très près, donc ils n'ont aucune conscience de la bulle personnelle, tu vois. Ah non, Ouais. c'est horrible, c'est horrible. C'est quand même. C'est Roman Fressinet qui dit ça dans son dernier spectacle. Et je trouve ça que C'est c'est drôle. brillant quand il dit c'est quand même fou que l'endroit le plus dur à quitter sur Terre, ce soit une conversation. C'est tellement vrai. C'est vrai. J'espère que tu juste ressens faire pas. tout et partir dans la direction opposée. Et on n'en parle pas assez, ça, des tunnels. Dans mon groupe d'amis, là, on a un truc maintenant où on essaie de se donner des tips pour sortir des tunnels parce qu'il y a vraiment un nombre. C'est indénombrable, les gens qui viennent te parler comme ça, sans curiosité, sans te poser de questions. Bien sûr. Et qui t'envoient un tunnel, tu ne relances pas la conversation. Je pense qu'il y a une épidémie chez les taxis parisiens déjà. On n'en parle pas assez. Le nombre de matins. En rapport avec Macron, d'ailleurs. Ouais. À chaque fois, on est d'accord. Ouais, Tu ouvres la porte, tu fermes, tu souffles, tu dis putain, c'est Macron et je vais Hidalgo. souffler. Exactement. C'est ça. Elle nous fait chier celle-là, ou alors machin parce qu'il y a un sens interdit qui a changé ou quoi. Et Et alors là, tu sais que là... moi, l'autre fois, je partais en presse pour la série, justement. Journée presse junket, donc tu fais quand même un petit 8h, 18h. J'étais zen. Je m'étais levé le matin, j'avais fait une petite méditation. J'avais fait mon check de mon enfant intérieur, mon intellect, mon spirituel. J'étais dans un truc, tu vois. J'ai pris mon petit collagène marin. Et tout. Oh là là, J'étais Lucas. vraiment, je sentais que c'était une journée qui commençait vraiment bien, tu vois. Les trucs que tu n'as jamais le temps de faire de façon rigoureuse. Et je rentre dans le truc et le mec me dit, vous avez entendu parler des bases militaires à l'île de la Réunion? Et là, je me tourne, je vois son regard dans le rétro et je me dis, pour qu'il pose cette question-là, c'est qu'il y a un tunnel de l'espace qui de va me fou. tomber.
Je lui dis non, on m'en a pas jamais parlé. Bah, figurez-vous que Et il voilà. m'a mis 45 minutes. Il m'a mis 45 minutes avec des petits. Vous me dites si je suis trop bavard parce que. Putain, mais Lucas, Et là, dans ce t'avais des moment-là, tu te dis que perches. tu peux mettre en exergue Ouais. ce que tu as appris, tu vois. Et Ouais. dire, écoutez, oui, vous êtes Ouais. très bavard et de mon énergie, tout. Mais il y a une partie de moi qui n'arrivait pas. C'était encore trop loin de moi. Il y Je avait comprends. encore ce côté courtoisie où je me disais, j'ai pas envie de le blesser. Ouais. Et c'est peut-être personnel parce que je me dis, j'ai quand même encore 35 minutes à passer dans la voiture avec lui. J'ai pas envie d'être avec un mec qui boude, qui m'envoie des mauvaises ondes. Oh, ça, c'est l'enfer. Je l'ai Donc, vécu une fois, c'est ouais. horrible. Ah oui, parce que tu lui dis, Ouais. oui, excusez-moi, mais ça m'intéresse pas trop. Ouais, Et en fait, ouais. genre... Ou alors, il faut faire le truc je dois lire un truc, je dois me concentrer, mais j'avais pas envie de lui mentir non plus. Oui, puis t'imagines le silence, de la lourdeur, c'est pesant. Ouais. J'ai peur Où t'es en mode pas de soucis Ouais. et il n'y a pas de musique. C'est Ouais. horrible. Ouais, j'ai eu peur de ça et du coup, j'ai pris un cours d'histoire. J'ai pris un cours d'histoire de 45 minutes. Et Accurate en plus, je pense. oui. Et puis on passait devant des trucs. Ils disaient, ça, c'est la plus vieille, la plus petite boutique de Paris. Vous voyez, elle fait 3 mètres carrés. Ça, c'est le truc. Et je me disais, waouh, mais j'ai l'impression même qu'on a fait un détour. Il a fait un détour au musée en plein air. Il m'a mis un tunnel. Je suis passé en Italie. Il m'a tué. Et du coup, après, pour faire une journée entière de réponses, de questions-réponses, j'étais mort. J'étais déjà fini en début de journée. Ah, c'est tellement drôle, Ouais. putain. Mais c'est assez étonnant quand même le nombre de. Ah ouais, Je me pose toujours la question de est-ce que c'est moi qui invite ça je quand pense. ça m'arrive parce que Mhm. on dirait que j'ai une. Enfin, je pense avoir une bonne écoute, mais en tout cas, j'ai la courtoisie de regarder la personne dans les Mhm. yeux, de l'écouter, Mhm. peut-être de faire oui de la tête et tout ça. Mais ça se sent quand même dans la physicalité. Tu as les bras croisés, les jambes croisées, tu as le regard fuyant, tu regardes au-dessus de l'épaule, tu relances pas la conversation. Et la personne ne chope aucun de ces codes. Je comprends pas. Moi, c'est ma terreur dans la vie, c'est de déranger. Donc, Ouais, moi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi. Je suis en mode pardon d'exister. Donc, Ouais. je n'ai absolument pas les clés de tout ça. Ouais. Moi, j'ai tendance à quitter une conversation si elle se passe très bien. Oh, J'avais ça beaucoup je me souviens sur Les Femmes au balcon, j'étais chez Noémie Merlan pour l'audition et on fait le casting et ça se passe bien et puis elle me dit elle me le dit ce qui arrive jamais, mais elle me dit après le casting, elle me dit c'est toi, j'aimerais que tu fasses mon film, machin et tout ça. Et je lui dis ok, super, merci, je suis trop content, merci et tout ça, et je commence à me diriger à la sortie. Elle dit attends, reste. Enfin, je crois qu'il y avait Sanda, il y avait Suela, il y avait d'autres membres du cast. Elle dit reste, on boit un verre, on célèbre, non? Et puis, d'accord. Et je suis resté, je me dis putain, j'espère que j'ai pas dire une connerie qui va lui faire changer d'avis. Et j'avais un peu ce truc-là. bien Ouais. sûr, Ouais. bien sûr. J'ai plus trop ce truc-là maintenant. J'arrive à. Ouais. Ça dépend. Là, il y a eu un truc de... Ouais. Oh, écoute, et puis, faut aussi être honnête, il y a des moments où on est plus fatigué, où on retombe. Enfin, tu vois, la vie, c'est pas linéaire. Ouais. Je ne supporte pas les gens qui disent ça, c'était moi avant que je soigne ma peur de l'abandon, ou je sais pas quoi, ça Ouais. n'existe pas, tu vois. Non, c'est là en fait où il faut avoir de la compassion pour soi. Ouais. C'est ok. Ouais. Faut recycler quoi. Faut se dire Ouais. ok, là j'ai dit un truc qui va me hanter ce soir quand je me couche, mais c'est cool. Et en fait, De fou. c'est étonnant quand on commence à se dire que personne n'a autant quelque chose à faire de soi Mm. que nous-mêmes. Mm. Ça devient plus léger. Parce que les gens, en fait, une fois qu'ils nous ont croisés, ils croisent d'autres personnes, ils croisent Bien d'autres sûr. ambiances et on est déjà old news, tu vois. Bien sûr. Et nous, on rentre avec ce truc, je lui ai dit ça et tout. Ouais, il y a un dicton qui dit qu'on est juste l'épicentre de son propre monde. Et en fait, c'est un gros ego trip de penser Ouais. que les autres ont Ouais, à foutre quelque chose de toi, quoi. ouais. Ça Bon, m'a beaucoup toi, aidé, ça. Mais je pense, désolée, je veux pas te mais je pense que c'est malgré tout un peu différent pour toi que pour moi dans ce cas-ci. C'est que toi, il y a eu des projecteurs très forts sur toi, qu'on a un intérêt à être amis avec toi. Donc je pense que ça doit malgré tout déséquilibrer un peu plus ça. Il n'y a pas eu du tout de shift. J'ai pas eu Ah ouais d'amis intéressés, de trucs comme ça. Ok. Ça, je l'ai pas du tout ressenti. Ou peut-être que j'ai pas les outils pour le ressentir. Non, mais non, plus si, sérieusement, je pense que non. j'ai mon petit groupe d'amis, j'ai ma famille. Ouais. Moi, ça a un peu commencé sur le tard, donc voilà, ma vie était quand même assez établie. Ouais. Et j'ai bossé tant pendant des mieux. années dans la restauration, tout ça. Donc
ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un peu la même. Donc, il y a pas eu un shift énorme. Ouais. Et je castais pas forcément pour de nouveaux amis dans mon groupe. Donc, j'étais en mode... ça a pas impacté. Ok, Bien tant au mieux. contraire, je trouve qu'ils m'ont maintenu... Ouais, c'est des vrais potes, quoi. ouais. Ouais. Je me souviens quand je rentrais je crois que le deuxième film que je fais après la saison 1, c'est Ticket to Paradise. Et je me retrouve avec George Clooney, Julia Roberts. Et 5 mois en c'est Australie et tout ça. Et je sors de cette expérience et je rentre chez moi avec mes potes et tout. Donc je fais un grand truc à la maison et j'arrive un peu. Hey, tu vois. Et ils m'ont tout de suite dégonflé, quoi. Ils m'ont remis à niveau, mais tout de suite. Ça a duré 10 minutes. Ouais, ils m'ont dit attends, on va pas diffuser dans l'espace. Hein, on va pas guérir la faim dans le monde. Assieds-toi, bois un verre d'eau, ça va aller. Et heureusement que je suis pas de nature à m'enflammer parce que j'ai tendance à m'angoisser avant de m'enflammer. Bah mais, non, c'est mais pas quand ta même, nature, ça. C'est plutôt de te... ils m'ont bien mis à niveau, quoi. Mm. Mais il faut quand même avoir des amis qui te célèbrent, c'est important aussi. Bah oui, c'est Il ce faut qu'on a célébrer ces compris. petites victoires. Totalement. Merci beaucoup, Lucas. C'était hyper intéressant, très profond et je pense qu'on va en tirer plein de clés de cet épisode. Et ça rassure aussi, à titre perso, de me dire que je suis pas la seule et qu'on peut réussir et se sentir bien dans sa peau, même quand on a un peu des difficultés à mettre ses limites, qu'on a une image de soi encore à travailler avec de l'estime à faire grandir, etc. Et qu'on peut quand même malgré tout faire de très belles choses et de très grandes choses. Ouais. Donc merci beaucoup et regardez Merteuil sur HBO. Ambiance promo. Ouais, c'est le travail d'une vie, faut pas l'oublier. Bah bien sûr. Mais c'est bien de faire le travail. Et puis ça fait du bien. Il y a une grosse récompense à la clé. Ouais, de fou. Se trouver soi. Ouais, un bon sommeil, puis l'amour peut-être. Ouh. Qui sait, oui. La Quand suite on au prochain s'aime, épisode. on peut être aimé. Waouh, magnifique. Oh là là. Non, là, tu sacralises une phrase. C'est quoi ça? C'est le tu plus sacralises petit une violon. phrase bateau, tu vois. Si tu la laisses passer sans crier gare, elle passe crêpe. Mais là... Faut que je mette une petite musique. Non. J'ai une pote qui m'a appris récemment que ça, le petit violon. Petit violon. Et elle me fait... C'est génial ça. le truc. Donc Manon, si tu m'écoutes, merci c'est ton Manon moment. pour ce mini violon, c'est génial. Je vais le reprendre. Je mettrai de la musique triste et tout, de la pluie. Je sais que t'aimes non, ça. mais Tara qui gratte la moquette en quête d'une truffe, une truffe du 17e. Ce qui est quand même pépite, c'est que évidemment maintenant elle dort à point fermé. Tu vois. Bah, c'est parce qu'elle veut l'attention. Tu vois. Attention heart. Je l'ai senti. Ouais, j'ai pas osé le dire. C'est pas la mienne, j'ai pas osé aller là. Tu sais, elle est sur la même énergie que moi. Ouais. Donc, merci Lucas. Merci à toi.